On me demande dans le courrier de répondre à cette question à plusieurs volets. Voici la question, un peu longue. La résonance ne constitue-t-elle pas l'essence même de l'intelligence de l'homme? Cette intelligence n'est-elle pas manifeste en elle-même? Pourquoi l'homme aurait-il besoin d'aller chercher de l'information par communication? Lorsque l'homme obtient de l'information par communication, qu'y a-t-il d'impropre à la consommation humaine dans ce genre de conversation? Le mental de l'homme a-t-il besoin de cet exercice? L'homme a-t-il à être téléguidé de cette façon? L'intelligence de l'homme serait-elle proportionnelle à l'information reçue, puisque vous dites souvent « ils disent » et non « je dis ». L'intelligence de l'homme a-t-elle à se perfectionner? N'est-elle pas parfaite en elle-même lorsqu'elle se manifeste? Alors voilà la question, et je vous donne ma réponse. Ce que nous appelons résonance, c'est le mouvement d'une vibration dans le mental humain qui permet à l'homme, lorsqu'il est inconscient, de vivre une pensée d'ordre subjectif, c'est-à-dire une pensée qu'il croit être sienne, c'est-à-dire pensée qu'il croit partir de son propre cerveau matériel. Lorsque l'homme se conscientise, il commence à comprendre, et je dis bien il commence à comprendre, la phénoménologie de la pensée. C'est-à-dire qu'il commence à prendre conscience de la nature suprasensible de la pensée et des mécanismes en elle qui font de lui un être soit intelligent ou soit moins intelligent. Il est évident que la résonance mentale supérieure constitue en elle-même l'essence de l'intelligence de l'homme. Mais l'homme, dans son état actuel, ne possède pas une résonance parfaite. Donc, il lui est impossible de bénéficier totalement et de façon absolue de cette énergie créative. Et à cause de cette condition, à cause de cet état, l'homme est obligé de vivre la subjectivité de cette résonance, c'est-à-dire la coloration de cette résonance. Autrement dit, il est obligé de vivre un taux vibratoire inférieur à ce qu'il pourrait vivre s'il vivait une résonance parfaite. Et à cause de ceci, l'intelligence de l'homme, qui devrait être en elle-même manifestement créative, ne l'est pas, parce que justement l'homme n'est pas capable de vivre cette résonance mentale à un niveau de pureté suffisamment avancé pour pouvoir bénéficier de la nature réelle de l'intelligence, c'est-à-dire pour pouvoir bénéficier d'une intelligence totalement créative, sans aucune subjectivité, donc sans aucune coloration. Lorsque l'homme commence à prendre conscience, il commence d'abord au début à prendre conscience du phénomène de l'information communiquée, c'est-à-dire phénomène d'information qui lui permet de réaliser d'abord au début de son entretien avec la source même de son énergie créative, que cette information contient à la fois en elle-même l'aspect subjectif et l'aspect objectif de son rendement. De sorte que l'homme conscient commence, contrairement à la façon dont opère mentalement l'homme inconscient, il commence à prendre conscience d'une sorte de dualité dans le mental. Dualité qui lui permet éventuellement d'entrer en communication télépathique avec des plans supérieurs,
plans qui font partie de lui, mais dont il ne comprend pas encore la nature absolue et la qualité essentiellement cosmique et universelle. Et à cause de ceci, l'homme, pendant un certain temps, est obligé de sentir ou d'avoir l'impression d'être communiqué de l'information ou, comme dit la personne qui m'écrit, d'être téléguidé. Mais il n'est pas possible pour l'homme de passer de l'inconscience subjective à la conscience totalement créative et objective sans vivre ce phénomène pour la simple raison qu'il est obligé quelque part dans le temps de prendre conscience des aspects occultes, internes de la pensée pour pouvoir graduellement, au cours de son expérience vers l'évolution, commencer à bénéficier d'une façon objective de cette communication sans être obligé sur le plan émotionnel, sur le plan subjectif, de vivre le phénomène dans un sens de télécommunication. Mais le mental de l'homme n'est pas ajusté à une conférence ou à une communication supérieure, suprasensible, qu'il puisse vivre sans l'encombrement de cette dualité. C'est avec les années que l'homme sera capable de vivre à la fois l'unité dans la communication et la dualité dans le partage du mouvement de cette énergie. Et c'est avec le temps que l'homme sera capable de communiquer intérieurement sans avoir l'impression d'être téléguidé intérieurement. Mais tant que l'homme possède de la subjectivité, tant que l'homme ne connaît pas les lois du mensonge cosmique, tant que l'homme ne connaît pas les lois de son émotivité vis-à-vis son mental, tant que l'homme ne reconnaît pas l'attention émotive qu'il porte à la connaissance, tant que l'homme ne donnera pas à la connaissance intérieure une valeur quelconque, autrement dit, tant que l'homme n'aura pas appris à se détacher objectivement et absolument de toute forme de communication intérieure, il sera obligé de vivre l'aspect télécommunication ou l'aspect qui lui donne le sentiment d'être téléguidé, parce que il n'aura pas atteint un niveau de centricité mentale suffisant pour pouvoir se dissocier psychologiquement de la valeur de la communication et de ne prendre dans cette communication ou dans cette valeur de communication que l'essence même, c'est-à-dire que la direction vibrante et créative de son message. Autrement dit, l'être humain est encore trop spirituel, trop subjectif, pour pouvoir vivre d'une communication essentiellement psychique sans avoir à subir les conséquences temporaires d'un sentiment d'être téléguidé, d'un sentiment d'être temporairement assujetti à cette forme de communication. Ceci fait partie de l'évolution du corps mental supérieur, ceci fait partie de l'ajustement du corps mental de l'homme, et ceci prend un certain temps, même, je dirais, un certain nombre d'années. L'homme ne peut pas d'un jour à l'autre bénéficier d'une conscience universelle. Il doit passer par les étapes de la formation de cette conscience universelle, et cette étape, elle est directement reliée au fait qu'il est obligé de partager pendant un certain temps l'impression d'être téléguidé avec le savoir interne qu'il ne le devrait pas. On me dit, par exemple, dans l'adepte, ils disent, ou on me dit que je dis souvent, ils disent et non je dis. J'ai mes raisons personnelles pour dire ils disent et non je dis. Il est évident que la raison pour laquelle je parle ainsi, c'est très souvent pour éliminer de ma personne, diminuer de ma personne l'effet choc que je crée lorsque je parle de choses qui ne se pensent pas. Autrement dit, si j'avance dans l'instruction
et que j'affirme ou que je dois affirmer d'une façon absolue quelque chose, il est évident qu'il est plus facile, en général, vis-à-vis un public qui ne me connaît pas d'une façon personnelle, de dire « ils disent que » au lieu de dire « je dis que ». Il y a des choses que moi, en tant que personne, je puis affirmer en utilisant l'expression « je dis que », parce que ce sont des choses qui sont suffisamment raisonnables. C'est-à-dire, ce sont des choses que un homme peut dire sans laisser l'impression que cet homme possède une autorité qui dépasse la normalité psychologique d'un certain savoir. Donc, si je dois dépasser la normalité d'un certain savoir et empiéter dans le domaine cosmique de la connaissance et révéler à l'homme des aspects de la réalité qui ne font pas partie de sa sensorialité normale, il est évident pour le bénéfice de l'homme et aussi pour faciliter l'échange entre moi et l'homme que je transpose ce que j'ai à dire sur un plan plus universel, en utilisant la forme « ils disent que », afin de me dissocier de la grande importance, de la grande valeur, de la grande profondeur de certaines paroles, pour que l'homme puisse au moins commencer à digérer des choses qui normalement ne sont pas dites par un être humain sur le plan matériel. Si l'homme rencontrait l'homme sur un plan autre que le plan matériel, si j'étais par exemple sur le plan astral, ou si j'étais sur le plan éthérique, que je rencontrais quelqu'un sur ces plans, à ce moment-là, je pourrais dire, je dis que, bon, parce que le fait d'être dissocié de la matière permettrait que je dise certaines choses avec une certaine affirmation, avec une certaine absolue, sans que l'homme, sur le plan de l'ego, soit affecté dans l'importance ou la profondeur ou la grandeur de ce qui est dit. Mais tant que je travaille sur le plan matériel et que je travaille en relation avec des hommes qui aussi me perçoivent sur le plan matériel, je dois respecter la qualité psychologique de leur entendement, je me dois de respecter les limites psychologiques de ce qu'ils peuvent absorber, donc je dois utiliser des formes de pensée ou de parole qui permettent à l'homme de pouvoir mieux absorber des idées qui ne conviennent pas naturellement dans un cadre normal de l'évolution à un homme fait de chair et d'os. Donc, pourquoi je dis « ils disent que » au lieu de dire « je dis que », c'est pour diminuer le choc de ma personnalité, c'est pour faciliter l'échange entre moi et l'homme et permettre en même temps que des choses qui ne se savent pas, en général, sur le plan de l'évolution, puissent être communiquées à l'homme afin qu'il puisse un jour en arriver lui-même à réaliser qu'il sait certaines choses et que lui-même, demain, sera obligé de dire « ils disent que », parce que si lui emploie l'expression « je dis que », on se retournera contre lui et on dira « ce bonhomme, il est totalement cinglé ». Alors, voilà la réponse à « ils disent que » au lieu de « je dis que ». Par contre, si je parle à des gens intimement, si je parle à des gens qui me connaissent et que je veuille parler de choses qui ne font pas partie de l'expérience normale de l'homme, je pourrais facilement dire « je dis que » parce que ces gens ne me prendront pas pour quelque chose d'absolument normal. Donc, il est très intelligent, il est très normal, il est très créatif d'employer des formes selon le besoin de la forme et non pas employer des formes selon une expression qui convient à l'impression qu'on a de cette même forme. Donc, je continue en répondant à cette question où on me demande est-ce que l'intelligence de l'homme n'est-elle pas à perfectionner? N'est-elle pas parfaite en elle-même lorsqu'elle se manifeste? Si l'intelligence de l'homme était parfaite en elle-même lorsqu'elle se manifeste, je n'aurais pas de travail à faire dans le monde. Autrement dit, l'intelligence de l'homme doit être perfectionnée, elle doit se perfectionner, et elle sera parfaite en elle-même lorsqu'elle se manifestera, lorsque l'homme aura compris les lois de l'intelligence, lorsque l'homme aura compris les lois de la pensée, lorsqu'il aura compris les lois subtiles de la coloration de son mental, lorsqu'il aura réalisé, après plusieurs années, que c'est avec le temps que s'ajuste son mental, que c'est avec le temps qu'il peut réellement bénéficier de cette intelligence cosmique en lui,
et qu'il peut manifester cette intelligence sur le plan matériel sans qu'elle soit colorée, sans qu'elle nuise réellement à l'évolution. Il est évident que l'homme ne peut pas perfectionner son intelligence d'un jour à l'autre. Il y a du temps, il y a de la résonance à vivre. Donc, il y a en lui certains mécanismes subtils faisant partie de l'organisation intégrale de son mental qui doivent être mis en marche. Et ces mécanismes font justement partie de ce que nous discutons dans cette conversation. Nous croyons que le savoir est une chose facile à vivre. Nous espérons avoir le savoir. Nous voudrions avoir le savoir. Nous ne réalisons pas que le savoir est une énergie. Nous croyons que le savoir est une forme de connaissance. Et cette illusion, elle est très grande et elle est très répandue chez les hommes qui vont vers un niveau d'évolution supérieur et avancé. Mais cette illusion, un jour, devra être renversée. Et elle sera renversée au fur et à mesure que l'homme prendra conscience du poids de son savoir. Et lorsqu'il aura pris conscience du poids de son savoir, il verra qu'est-ce que c'est que ça veut dire savoir. Il verra qu'est-ce que c'est que ça veut dire communiquer avec les plans supérieurs de son énergie. Il verra qu'est-ce que c'est que ça veut dire ne pas prendre au sérieux toute communication interne. Et en même temps, il verra ce que ça veut dire de comprendre ce que veut dire une communication intérieure. Autrement dit, il pourra lire entre les lignes, mais ceci est en fonction de sa sensibilité, ceci est en fonction du nettoiement de son mental inférieur, du nettoyage. Le mental de l'homme doit être nettoyé pour qu'il puisse parfaitement vivre sa résonance. Le mental de l'homme doit être totalement ajusté à la vibration supérieure de sa conscience cosmique, et ceci prend du temps, et ceci est lourd dans la conscience de l'homme, parce que l'homme est habitué à vivre sa pensée en fonction de sa subjectivité, et lorsqu'il commence à vivre sa pensée en fonction d'une objectivité créative, il s'aperçoit au début qu'il perd un peu de contenance, qu'il perd de la personnalité, et que, lentement, il passe de la personnalité à la personne. Lorsque l'homme est dans sa personne, il lui est très facile de vivre d'une façon correcte, intelligente, réelle, sans ambiguïté, la communication interne. Il peut facilement communiquer, puisque la communication fait partie de l'ordre universel des choses. Que l'homme communique avec l'homme ou que l'homme communique avec un plan supérieur de sa réalité, c'est toujours de la communication. Mais pour l'homme, communiquer avec l'homme, c'est facile parce qu'il y a devant lui un corps matériel. Il peut évaluer la communication jusqu'à un certain point. Tandis que lorsque l'homme communique en vertical avec des plans supérieurs de sa conscience universelle, il doit s'habituer à cette nouvelle sorte de conversation, à cette nouvelle sorte de communication, parce que les lois de la communication verticale ne sont pas les mêmes lois que la communication horizontale de l'homme entre l'homme. Donc, pour l'être humain, pour l'homme de la nouvelle évolution, qui lentement commence à communiquer intérieurement, il y a un apprentissage. Oui, il y a un apprentissage, et cet apprentissage, petit à petit, se fait et continuera à se faire, et l'homme apprendra graduellement à ne pas prendre au sérieux sa communication intérieure, mais à réaliser, avec le temps, que sa communication intérieure est toujours ajustée à ce qu'il doit savoir et à ce qu'il doit comprendre. Sa communication intérieure est ajustée à ce qu'il doit comprendre et à ce qu'il doit savoir. L'homme n'a pas à savoir plus que ce qu'il a à savoir, et s'il cherche à savoir plus que ce qu'il a à savoir, ceci fait partie de l'ego, et si ça fait partie de l'ego, automatiquement la résonance travaillera en fonction de changer la vibration interne du mental de l'homme, afin qu'il puisse s'appuyer sur une vibration neutre, au lieu de s'appuyer sur une vibration colorée ou même polarisée par le corps de désir, qui veut toujours chercher à savoir et à comprendre certaines choses. Donc, l'ego doit devenir une lentille pour la lumière. L'ego ne doit pas être simplement une fenêtre pour le vent qui souffle vers lui. Il doit devenir une lentille pour la lumière, et il faut que cette lentille soit réellement sans poussière pour que la résonance soit parfaite,
donc pour que l'ego n'ait plus à souffrir du phénomène de la communication dite téléguidée, pour que l'ego n'ait plus à souffrir de la dimension ou de la qualité dimensionnelle, supratemporelle de cette communication. Il est évident que dans toute résonance créative, il y a à la fois le présent, le passé et l'avenir. Autrement dit, il y a dans l'énergie créative de l'homme une concentration d'énergie suffisamment élevée pour créer dans l'homme un choc s'il n'est pas suffisamment ajusté à cette énergie. Et c'est pourquoi l'homme n'est pas capable de vivre la résonance d'une façon parfaite, donc il n'est pas capable de sentir son intelligence d'une façon parfaite, même s'il sait que l'intelligence, par elle-même, dans sa manifestation, est parfaite. Ce n'est pas le problème de l'intelligence, l'imperfection, c'est le problème du contact entre elle et l'ego. Ce qui rend imparfait l'énergie, ce qui change le taux vibratoire de la résonance, ce n'est pas l'intelligence elle-même, c'est toujours l'ego. L'ego n'est pas parfaitement à la disposition de l'esprit. L'ego deviendra parfaitement ajusté à l'esprit, donc avec le temps, l'intelligence, le mouvement de l'esprit à travers l'ego deviendra de plus en plus ajusté, et alors nous pourrons dire, sur le plan matériel, que l'intelligence de l'homme, elle est parfaite, qu'elle s'est hautement perfectionnée, et qu'elle est manifestement ajustée à l'énergie originale qui part des plans supérieurs et qui descend vers la matière. Mais ceci prend un certain temps. Donc, voilà ma réponse à cette question. Et si je dois plus tard aller plus loin dans la définition de cette résonance, ou dans l'explication plus profonde, plus précise de cette résonance, je le ferai en fonction d'autres questions qui me viendront. Donc, cette même personne continue dans son almanach de questions et me demande « Pourquoi y a-t-il toujours une perte lorsque l'on commet une erreur? Pouvez-vous expliquer l'automatisme de l'erreur? Serait-il possible de voir les conséquences de nos actes juste avant d'agir et pouvoir ainsi s'arrêter à temps, empêchant ainsi de se retrouver à nouveau premier du temps et de l'espace? » Alors, je réponds ceci. C'est encore un phénomène de résonance. Si nous avions la parfaite résonance, si nous étions capables de capter l'énergie d'une façon parfaitement ajustée, nous ne commetterions pas d'erreur. Autrement dit, l'erreur est le produit du manque d'ajustement de notre mental à cette résonance. Donc, l'erreur est le produit du fait que notre intelligence n'est pas suffisamment perfectionnée. Et, en plus, l'erreur vient du fait que sans que nous nous en rendions compte, nous nous laissons téléguider par nos pensées subjectives. De la même façon que nous pouvons nous laisser téléguider par des pensées objectives, télépathiques intérieures. Autrement dit, nous n'avons pas encore appris comment travailler avec l'énergie de la résonance de la pensée mentale. Nous ne savons pas encore comment utiliser cette énergie d'une façon parfaite parce que nous avons de l'émotivité, nous avons un corps de désir, nous avons des appétits, des attitudes subjectives, nous avons de l'humain, et l'humain essaie d'utiliser un aspect de lui-même qui est au-dessus de lui et qui fait partie de lui, mais il l'utilise mal. Nous ne sommes pas capables de travailler avec le temps. Et si nous faisons des erreurs, c'est justement parce que nous ne sommes pas capables de travailler avec le temps. Et travailler avec le temps veut dire être en harmonie vibratoire avec la résonance. Vous voyez comment tout se tient. Plus l'homme sera en harmonie vibratoire avec le temps, plus il sera en harmonie vibratoire avec la résonance, plus il sera capable d'agir dans un temps qui est parfait, donc dans un temps qui supporte son action, donc dans un temps qui ne l'amène pas à vivre l'erreur et, conséquemment, à connaître la perte. Mais ceci prend du temps, parce que nous sommes des êtres d'habitude, nous avons énormément d'expérience à vivre nos vies en fonction des mécanismes subjectifs de nos habitudes.
Et c'est la résonance, graduellement, qui nous amène à changer et à transmuter ces habitudes et à les rendre directement créatives, c'est-à-dire à nous amener à vivre en relation étroite avec l'énergie créative de notre conscience supérieure pour que la résonance puisse bien s'ajuster à notre mental afin que nous puissions, sur le plan humain, travailler avec notre énergie, utiliser notre énergie d'une façon créative sans perdre quoi que ce soit. Ainsi, la personne continue et me dit, pourquoi bouge-t-on trop vite? Par exemple, lorsque l'on signe un bail, on doit rester dans cet espace, dans cet appartement pour un temps déterminé, même si on n'aime pas nos voisins. Mais si vous avez signé un bail, si vous vous êtes fixé dans un lieu et que vous n'étiez pas en résonance parfaite, il est évident que vous êtes assujetti à vivre et à commettre une erreur. Mais ceci fait partie de votre expérience. Si vous êtes pressé à déménager, si vous n'êtes pas capable de suivre le mouvement interne de votre énergie, c'est votre ego qui va entrer en jeu, c'est votre inquiétude de ne pas avoir d'appartement, c'est votre inquiétude de demeurer dehors, d'avoir froid. L'homme n'est pas capable de comprendre, que l'esprit est généreux. L'homme n'est pas capable de comprendre que l'esprit est généreux, autrement dit que l'esprit, que son intelligence créative, elle est toujours là, prête à s'infuser. Mais lui, à cause de ses mécanismes subjectifs, de ses insécurités, veut prendre le devant. Bon, s'il veut prendre le devant, que voulez-vous que l'esprit fasse? L'esprit n'y peut rien. L'homme n'est pas dans un état de fusion. L'homme en fusion ne peut pas prendre le devant. Il est obligé de suivre le mouvement de l'énergie de l'esprit. Mais l'homme qui va vers la fusion, il est obligé d'apprendre à suivre le mouvement de l'esprit. Et ceci est difficile parce que l'homme est mécanique. L'homme est fait d'émotivité, d'inquiétude, de crainte, d'attitude, de mentalité, d'idées. Donc il est mécanique. Il n'est pas créatif. Et c'est pourquoi il se fout dans une situation de bail, de signature de bail, pour s'apercevoir ensuite que le type ou les gens qui vivent à côté sont des monstres. Mais ça fait partie de son expérience. Ça fait partie de son manque d'intelligence. Ça fait partie de la vie. C'est ça, la vie. La vie, c'est de la merde tant que l'on n'a pas compris. Tant qu'on n'a pas compris comment elle fonctionne. Tant qu'on n'a pas compris comment mal on fonctionne. Lorsque l'homme aura compris comment mal il fonctionne, il comprendra que la vie, elle est bien. Que la vie, elle est intéressante. Que la vie s'ouvre à lui. Que l'esprit est généreux. Et que la vie vaut la peine d'être vécue. Et que les erreurs s'estompent. Il n'y en a plus. Il n'y a que de la créativité. Donc, il ne s'agit pas, parce que nous connaissons les lois occultes de la conscience humaine, de blâmer les forces occultes dans l'homme. Il s'agit pour nous de voir que ce sont les hommes qui sont désajustés, ce sont les hommes qui sont inconscients, ce sont les hommes qui sont mécaniques, et ce sont les hommes nouveaux qui doivent perdre cette mécanicité pour en arriver un jour à être créatifs, à avoir, à posséder, à vivre des consciences réelles. Tout le monde sait que depuis des années, je parle d'écrire des livres. J'en parle tellement que j'en suis devenu un homme qui parle d'écrire et qui semble ne jamais écrire. Mais écrire des livres, c'est facile. Ce n'est pas là le problème. Si je peux parler, je peux écrire. Mais il y a un temps pour écrire. Pour rendre le livre dans le monde. Pour concrétiser le livre, pour lui donner une forme. Il y a un temps, il y a des conditions, il y a des lois. En ce qui me concerne, surtout, il y a des mécanismes subtilement occultes. Donc, moi, en tant que personne qui peut écrire, qui aime écrire, qui doit écrire, je dois être suffisamment en harmonie vibratoire avec ma conscience, c'est-à-dire je dois être
réellement ajusté à la résonance de mon énergie et ne pas faire interférence avec la résonance de cette énergie, sinon je ferai des livres avant le temps. Je ferai des livres qui seront mal imprimés. Je ferai des livres qui seront amenés à une maison d'édition qui, demain, ne pourra pas continuer à faire mes livres parce que cette maison d'édition, demain, sera en faillite. Ainsi de suite. Je donne des exemples mécaniques pour expliquer l'importance de l'homme d'être en harmonie vibratoire avec sa résonance, c'est-à-dire d'être capable de sentir le temps. Non pas le temps de l'ego, mais le temps de son esprit. Et c'est là le problème de l'intelligence. L'homme ne vit pas son intelligence, l'homme n'est pas dans son intelligence, parce que l'homme se véhicule beaucoup plus à travers son intellect qu'à travers son intelligence créative. Il utilise beaucoup plus son intellect, c'est-à-dire cette partie inférieure de son intelligence, cette partie colorée de son intelligence, cette partie subjective de son intelligence, cette partie conditionnée de lui-même que l'énergie créative de son intelligence. Nous voulons contrôler nos vies à partir de l'intellect. C'est impossible. L'homme contrôlera sa vie à partir de son intelligence créative. Et lorsque l'homme sera dans son intelligence créative, il contrôlera sa vie parce qu'il sera en harmonie vibratoire avec lui-même. Et tant que l'homme n'aura pas fait ceci, il ne contrôlera pas sa vie. Sa vie le contrôlera. Les événements le contrôleront. Il verra constamment des échecs. Il verra constamment des murs. Il verra constamment des obstacles. C'est ça, la vie de l'homme, qui n'est pas en harmonie vibratoire avec son énergie, donc qui ne connaît pas les lois de la résonance. Il y a une loi universelle vis-à-vis ou en ce qui concerne la résonance. Une loi. Une loi. Et cette loi fait partie de la conscience de l'homme. Elle fait partie de l'intégration de son énergie et cette loi ne peut pas être connue, réalisée par l'homme tant que son corps mental n'a pas été ajusté à travers l'expérience à cette vibration de conscience, lui permettant ensuite facilement de connaître, de comprendre, de savoir, de réaliser quelle est la loi de la résonance. Et lorsque l'homme sera arrivé à ce stage, il connaîtra la loi de la résonance. Et il verra que la loi de la résonance lui dicte une chose. Ne te casse pas la tête, parce que si tu te casses la tête, tu t'empêches de vivre ton énergie. Mais l'homme se casse toujours la tête. Ça fait partie de sa mémoire. Ça fait partie de ses mécanismes. L'homme n'est pas capable d'attendre la réalisation de ce qu'il sait. Il veut manifester avant le temps ce qu'il préconise. Et elle est là son erreur. Et c'est là qu'il fait interférence avec son énergie. C'est là qu'il se met en désharmonie avec sa résonance. Et c'est pourquoi son intelligence n'est pas manifestement parfaite. Elle est manifeste, mais imparfaite. Parce que elle est colorée par des mécanismes subjectifs qui font de lui un homme à conscience planétaire expérimentale, au lieu de faire de lui un homme créatif à conscience cosmique, universelle, totalement ouverte sur l'infinité, c'est-à-dire totalement ouverte sur toutes les possibilités, c'est-à-dire totalement ouverte dans le temps, sur un appointement direct de son énergie et de sa matière. Là, maintenant, certains diront, mais oui, mais vous avez dit qu'à un certain moment donné, il faut la faire descendre, l'énergie, il faut la faire descendre, la volonté. Oui, il faut la faire descendre, l'énergie, il faut la faire descendre, la volonté. Mais faire descendre l'énergie et faire descendre la volonté ne veut pas dire hâter l'énergie. Vous ne pouvez pas hâter l'énergie. Vous ne pouvez pas la hâter. Vous pouvez la faire descendre. Mais elle descend naturellement si vous êtes en harmonie vibratoire avec elle. Et si vous n'êtes pas en harmonie vibratoire avec elle, elle ne descend pas facilement et là vous avez besoin de la faire descendre parce que vous souffrez de son absence.
Donc, le développement de la volonté de l'homme, le phénomène, le mystère de la volonté, parce que la volonté c'est un mystère, la volonté de l'homme, sa réalisation, sa manifestation, elle se fait dans l'instantanéité lorsque l'homme a compris le jeu subjectif de son ego vis-à-vis la résonance de l'énergie. Lorsque l'homme a compris l'illusion de son ego vis-à-vis la résonance de l'énergie, vis-à-vis l'énergie créative, à ce moment-là, il commence à faire descendre l'énergie, c'est-à-dire que cette énergie descend parce que l'homme est prêt à la recevoir, mais il ne peut pas la recevoir. Autrement dit, la manifester dans sa pureté, dans sa perfection, tant que lui-même n'a pas atteint un niveau d'ajustement vibratoire suffisamment élevé pour pouvoir être en raccord harmonique avec la résonance de l'énergie. C'est normal. Donc, nous voulons de la volonté, nous connaissons, nous savons l'importance de la volonté, mais la volonté, ce n'est pas quelque chose qui vient par elle-même. La volonté, c'est quelque chose qui vient lorsque l'homme, petit à petit, se défait de sa mécanicité. La volonté, c'est quelque chose qui l'engendre. La volonté, c'est quelque chose qui fait partie de lui, mais qu'il ne connaît pas. Donc, dans le fond, la volonté, comme l'intelligence, fait partie de l'actualisation sur le plan matériel de l'énergie de l'homme, lorsque lui-même, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan vital et physique, est en harmonie vibratoire avec la résonance. Donc, la résonance de l'énergie cosmique de l'homme est un phénomène de vie, de vitalité. Ce n'est pas simplement un phénomène de désir. Ce n'est pas simplement un phénomène de connaissance. Ce n'est pas simplement un phénomène de recherche de la part de l'ego. C'est un phénomène de vie. C'est un phénomène d'intégration. C'est un phénomène d'unité. C'est un phénomène de personne. Ce n'est pas un phénomène de personnalité. Si l'homme est téléguidé sur le plan mental lors du début de son évolution vers une conscience supérieure, c'est parce qu'il est encore naïf, c'est parce qu'il ne possède pas encore la volonté réelle, c'est parce qu'il est encore assujetti à son mental supérieur, c'est parce qu'il n'a pas encore parfaitement intégré l'énergie, donc c'est parce qu'il n'est pas encore parfaitement ajusté à la résonance. Donc le phénomène d'être téléguidé fait partie du phénomène de descente de l'énergie dans ses plans, dans ses centres, et c'est avec le temps qu'il corrige la subversion, qu'il corrige la soumission, qu'il corrige l'assujettissement, qui est, dans le fond, une expérience nouvelle chez un homme qui n'est pas encore habitué à la puissance fracassante de son esprit. C'est pour ça que l'homme se sent téléguidé. C'est pour cette raison qu'il n'est pas capable de voir la différence entre une communication intérieure intelligente, autonome, partagée parfaitement entre l'ego et l'esprit, et une communication intérieure, subjective, colorée, spiritualisé, qui lui donne l'impression d'être téléguidé. Lorsque l'homme sera suffisamment conscient, suffisamment en résonance avec lui-même, il ne vivra plus, il ne connaîtra plus ce phénomène. Il sera capable de composer parfaitement avec l'énergie créative, il sera capable de parfaitement l'utiliser, et il ne sera plus capable de l'utiliser parce qu'il ne sera plus utilisable. Donc, elle sera cette énergie parfaitement harmonisée avec lui, et lui sera parfaitement harmonisé avec elle, donc les deux seront parfaitement unis dans une conscience intégrale, c'est-à-dire dans une conscience où le cosmique participe à l'évolution de la Terre, et où la Terre participe au pouvoir de cette conscience universelle. C'est ça l'évolution. Mais ceci ne se fait pas d'un jour à l'autre, parce que l'homme est fait de pièces détachées. Et lorsque je dis de pièces détachées, je veux dire que l'homme est fait d'attitudes, de toutes sortes. Et ces attitudes composent sa conscience égoïque subjective. Et cette conscience égoïque subjective n'est pas réelle. Elle est simplement en voie d'évolution vers la réalité. Donc, en attendant, l'homme subit une conscience supérieure à l'intérieur d'une conscience inférieure, et il est vexé par le phénomène de téléguidé, d'être téléguidé. Il est vexé parce que il ne semble pas pouvoir être
parfaitement intelligent alors que s'ouvre devant lui cette intelligence nouvelle. Ceci fait partie de l'évolution de l'âme. Ceci fait partie de l'initiation de l'homme nouveau. Ceci fait partie de la correction des illusions psychologiques de son ego. Ceci fait partie de la réalisation graduelle et lente chez l'homme qu'un jour, il doit en arriver à intégrer cette énergie, c'est-à-dire à ne plus partager avec elle aucun espace à l'intérieur duquel lui-même ne peut pas être parfaitement confortable. L'homme inconscient des lois de la pensée supramentale, l'homme inconscient des lois de la psychologie supramentale, inconscient des lois de la réalité du phénomène de la pensée, n'a pas ce problème, parce que lui a l'impression de guider sa propre vie. Mais c'est simplement une impression. Lorsqu'il se conscientise, il commence à avoir l'impression, de la même façon, fausse, mais dans un autre ordre, d'être téléguidé. Et effectivement, il est téléguidé tant qu'il ne se guide pas lui-même consciemment. Donc l'homme doit passer du stage de l'involution inconscient où il a l'impression de se guider lui-même, ce qui est faux, à l'autre impression fausse de l'homme qui se conscientise d'être téléguidé, impression qui est fausse dans son potentiel évolutif, mais qui n'est pas fausse dans la réalité contemporaine de son expérience. Effectivement, l'homme conscient se sent et il est pendant un certain temps téléguidé. Parce qu'il doit être amené pendant un certain temps à réaliser certaines choses, jusqu'au jour où, lui, devient conscient, et, comme l'homme inconscient, se guide lui-même, mais, cette fois-ci, avec intelligence. Mais pour que l'homme puisse se guider lui-même, il faut d'abord qu'il soit téléguidé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit amené à des niveaux de réalisation qui conviennent plus ou moins avec sa nouvelle conscience. Et c'est là qu'il commence à bénéficier de son expérience, à corriger ses impressions, à ajuster son énergie, donc à entrer en harmonie vibratoire avec sa résonance, mais à partir de sa capacité humaine d'intégrer cette énergie, c'est-à-dire de manifester sur le plan humain de la volonté et de l'intelligence créative, c'est-à-dire de la volonté et de l'intelligence qui n'est pas assujettie à la domination de son esprit, mais qui est particulièrement unifiée au pouvoir de manifestation que possède l'ego sur le plan matériel. Autrement dit, ce n'est pas par la connaissance du savoir que nous pouvons réaliser la réalité de l'intégration de la résonance de l'énergie. Ce n'est pas par la connaissance que nous pouvons savoir quoi que ce soit. Par la connaissance, nous pouvons apprécier certaines lois, nous pouvons apprécier certaines structures, nous pouvons comprendre certains phénomènes, mais nous ne pouvons pas savoir essentiellement ce que ces phénomènes ou cette phénoménalisation représentent dans notre conscience personnelle. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes obligés de vivre pendant un certain temps sur le plan de la connaissance pour en arriver éventuellement à réaliser les illusions de la connaissance, c'est-à-dire les impressions que la connaissance donne d'une réalité qui est parfaitement différente et autrement différente de ce que l'impression peut créer sur le plan de la connaissance. Et elle est justement là la différence entre l'homme inconscient et l'homme conscient, entre l'homme de l'involution et l'homme de l'évolution. L'homme de l'involution étudie, il apprend de la connaissance, il s'engage à travers la connaissance à avoir l'impression de connaître, et ceci peut durer toute une vie. Tandis que l'homme de l'évolution passe lentement de la connaissance qui est nécessaire pour lui donner des points de référence subtils en ce qui concerne l'organisation interne de son psychisme, mais éventuellement, il passe de la connaissance au savoir, c'est-à-dire qu'il passe éventuellement du manque d'ajustement entre la résonance à l'ajustement avec la résonance.
Donc, lorsque l'homme est parfaitement raisonnant, mais à ce moment-là, il devient parfaitement raisonnable, c'est-à-dire qu'il devient parfaitement capable de ne plus confondre l'illusion de la connaissance avec la réalité du savoir. Donc, à partir de ce moment-là, il est intelligent, c'est-à-dire qu'il est capable de vivre créativement, c'est-à-dire il est capable de s'empêcher de faire des erreurs parce que il n'est plus assujetti dans son énergie à la coloration de la forme de cette même énergie à cause de ses mécanismes psychologiques. Il est capable, à partir de ce moment-là, de bénéficier parfaitement de son énergie parce que il est capable, sur le plan humain, de raisonner parfaitement à cette énergie. Il est en harmonie vibratoire, il est en résonance, il n'est plus en dissonance vibratoire. Et si l'homme a l'impression que l'intelligence doit être manifestement parfaite, il a raison, mais ce n'est pas parce qu'il a l'impression qu'elle doit être parfaite manifestement qu'elle peut l'être chez lui. Il devra un jour d'abord être en résonance avec cette énergie pour qu'il puisse manifestement la bien rendre sur le plan humain, c'est-à-dire lui donner la qualité même de sa descente sur la terre, et cette qualité, c'est la perfection, c'est-à-dire c'est le parfait ajustement entre lui et la résonance, c'est la parfaite réunion d'un principe cosmique avec un principe planétaire.